Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Pour ce dernier épisode de notre thématique miroir qui vient clore notre podcast, nous avons de nouveau donné la parole à Camille. Elle revient sur l'accouchement de Clara que nous avions reçu dans l'épisode 7 de la saison 1. Comme elle nous l'avait raconté, en cette nuit exceptionnelle, plusieurs accouchements ont eu lieu en même temps. Nous avons donc trouvé intéressant d'inviter une des sages-femmes à nous décrire cette journée singulière avec son regard professionnel. Camille nous raconte comment elle a navigué entre ces naissances parallèles, sa présence auprès de chacune, et les inter-influences qui peuvent émerger lorsque deux histoires de naissance se déroulent côte à côte. Elle revient aussi sur la manière dont elle accompagne les rythmes propres à chaque femme, tout en maintenant une vision d'ensemble et une pleine disponibilité malgré l'intensité de ces moments exceptionnels. Nous rappelons que pour cette thématique miroir, toutes les sages-femmes interviennent avec l'accord explicite des parents qui ont autorisé le partage de leur histoire et l'usage de leur prénom. Le récit de Camille referme notre podcast en mettant en lumière la puissance du soin, de la présence et de toutes les femmes qui enfantent à travers le monde. Aujourd'hui, Camille nous raconte comment elle a vécu l'accouchement de Clara. Bonjour Camille. Bonjour Julie. Bonjour Camille, merci de revenir à notre micro pour parler de cette expérience particulière. Bonjour Capucine. Avant de nous raconter ton point de vue sur l'histoire qu'on va aborder aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas écouté ta précédente interview, qui était l'épisode 66 pour les curieux qui voudraient en savoir plus sur toi? Alors, moi je suis Camille, je suis sage-femme à la maison de naissance Manala, j'ai 37 ans et j'habite en Alsace à Dambach-la-Ville. Je suis sage-femme depuis 15 ans et j'exerce à la maison de naissance Manala depuis 5 ans et demi. Voilà, j'ai 2 enfants, Robin et Marion, qui ont 9 et 11 ans bientôt. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire pour toi ce qu'est une maison de naissance? Alors, ouais, je pense que ça va se rapprocher un peu de ma précédente interview. Donc pour moi, une maison de naissance, c'est d'abord une maison. Et c'est une maison dans laquelle des familles choisissent d'accueillir leur bébé naturellement, entourées de sages-femmes qui les connaissent en accompagnement depuis le début de la grossesse et puis qui continuent de les suivre également après la naissance, en accompagnement global à la naissance. Aujourd'hui, avec ton témoignage, on vient clôturer notre thématique du moment. C'était une thématique un petit peu particulière puisque les 3 épisodes donnaient la parole aux sages-femmes en miroir à 3 récits de notre saison 1. Ça nous permettait de mettre en lumière le vécu des professionnels, tout ce qui est anticipable ou pas, ce que vous percevez, ce que vous vivez, comment aussi certaines contraintes, qu'elles soient sanitaires ou organisationnelles, sont gérées et comment en fait vous agissez face à des situations un peu particulières évidemment et qui parfois peuvent venir ébranler ou en tout cas questionner des moments de vie, on va dire, un petit peu intenses. Et donc aujourd'hui, tu es venu nous parler de l'accompagnement de Clara, dont nous avions découvert l'histoire dans l'épisode 7 de notre saison 1. Et c'était dans le cadre de la thématique sur l'accompagnement global à la naissance. Et du coup, pour en savoir un peu plus sur ton expérience professionnelle, est-ce que tu peux nous dire si tu as travaillé dans d'autres structures avant la maison de naissance et nous expliquer un peu ton parcours? Donc moi, quand j'étais diplômée, j'avais déjà fait le choix d'être sage-femme 10 ans auparavant. Et j'ai choisi de travailler à Pontoise, dans un hôpital où il y avait un projet de maison de naissance. J'ai toujours été attirée par ces projets de maison de naissance et l'accompagnement des naissances physiologiques. Et puis, j'ai travaillé également dessus au moment de mon mémoire de fin d'études. Et donc, c'est tout naturellement que, après 10 ans à l'hôpital, j'avais envie d'accompagner les couples autrement, pouvoir être en one-to-one, une femme et une sage-femme, pour accompagner au mieux le rythme de la naissance, la physiologie de la naissance au rythme de la mère et du bébé.
Et est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce qui t'a amené à travailler en maison de naissance? Moi, j'étais toujours fascinée par l'observation des naissances et puis j'étais assez étonnée de base par celles qui arrivaient, qui se laissaient faire à la toute-puissance médicale et à l'inverse, celles qui respiraient, qui avaient des outils, où je voyais que c'était des naissances qui allaient beaucoup plus vite et puis qui se déroulaient mieux aussi d'un point de vue médical. Puis j'avais l'envie d'accompagner aussi les familles. J'avais, quel que soit le moment, qu'on soit avant, pendant ou après l'accouchement, j'étais intimement convaincue qu'il fallait une femme pour une sage-femme. Et donc, je me suis posé la question de comment je ferais ma vie dans l'accompagnement global à la naissance. Voilà. Et pour ça, j'ai été observer des naissances, différentes structures un peu partout en France, également au Québec et plusieurs maisons de naissance aussi en Suisse. Et puis, après toutes ces recherches qui ont duré 2 ans et demi, j'ai répondu à une annonce de Manala qui cherchait une sage-femme d'accompagnement global à la naissance. Et ça correspondait plus à un projet de famille de venir en Alsace. Donc voilà, je suis arrivée en 2020 en Alsace à la maison de naissance, après 10 ans à l'hôpital. Voilà. Contexte particulier, en plus 2020. Oui, juste après le confinement. On s'est rencontrés juste avant le confinement et puis je suis arrivée 3 mois après avec le camion de déménagement. Grande aventure. Ouais. Que tu nous avais un petit peu plus détaillé du coup la fois d'avant. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on va parler notamment de l'accouchement de Clara, que tu suivais donc après avoir intégré Manala, pour son premier enfant. Mmh. Elle s'est tournée vers la maison de naissance pour son suivi. Sa grossesse s'est bien passée, son accouchement aussi, mais si on a fait le choix de parler de son histoire aujourd'hui, c'est quand même qu'il y avait une petite singularité. C'est que ce jour-là à Manala, il y avait plusieurs accouchements qui ont eu lieu simultanément. Donc on va reprendre l'histoire depuis le début, au moment où le travail de Clara commence et au moment où il te contacte. Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Et combien d'accouchements aussi, pour rappel, étaient prévus à cette date-là? Oula. Alors là, je vais plus pouvoir me rappeler. Donc on était en octobre 2020. En général, pour un trinôme, on acceptait les suivis de 8 couples à terme dans le mois en général. Et puis après, on peut pas prédire quand est-ce qu'auront lieu les naissances, mais ça permet un petit peu d'étaler et de pas avoir trop de naissances en même temps. Moi, j'aimerais juste clarifier quelque chose parce que c'est vrai que j'ai l'accord de Clara pour venir raconter la naissance d'Adam, mais j'ai dû demander également l'autorisation de Fanny et de Mégane qui ont eu leur bébé à peu près en même temps que Clara. En fait, on a eu 3 naissances en 3 heures ce soir-là, et donc étant soumise au secret médical, c'était important pour moi de préciser que j'avais leur accord, que je peux donner les prénoms des uns et des autres et retracer rapidement l'histoire des naissances également des bébés de Fanny et de Mégane. Oui, je pense que c'est intéressant. Et donc du coup, est-ce que Clara, c'était la première à te contacter ou est-ce que il y avait d'autres personnes à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie, toi, à ce moment-là, en tant que sage-femme? Alors, moi, dans ma vie, déjà, je savais qu'il y avait quelque chose qui se préparait parce que donc on était en trinôme à l'époque, donc les 2 trinomètres, comme on s'appelle entre nous parfois. Donc avec Marie-André et Pauline, l'astreinte était jusqu'à minuit et puis je prenais le relais à minuit. Donc moi j'avais travaillé toute la journée du jeudi, c'était un jeudi, j'étais allée à mon cours de danse, mais tout en sachant qu'il se préparait des choses pour Mégane. Et donc Marie-André s'est déplacée à la maison de naissance avec Mégane et Johan le jeudi soir à 22h et puis elle m'a invitée à rentrer chez moi et me reposer un petit peu. Et avant de venir la rejoindre vers 1h du matin. Donc voilà, je la remercie d'avance déjà pour ce temps de repos, même si en soi, quand on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, on pose son corps, mais on dort pas forcément d'un sommeil de plomb. En tout cas, voilà, ce temps de repos était important puisque je suis restée un certain nombre d'heures à la maison de naissance, quasi un peu plus de 24 heures. Voilà, je suis arrivée à 1h du matin et Mégane a eu un travail très long, où elle a été très courageuse, où il y a eu 12 heures de phase de latence, puis 12 heures de phase active, et puis il a fallu aussi faire tourner ce bébé, et puis finalement, elle a fini par accoucher quasi en même temps que Clara. Donc c'est pour ça que ces 2 histoires de naissance sont intrinsèquement liées. Donc voilà, je suis arrivée à la maison de naissance vers 1h du matin, et puis voyant qu'on était encore en latence, c'est un temps où chacun va venir se reposer un peu. Et puis, entre-temps, j'ai Arthur qui m'appelle à 2h du matin pour me dire Clara a des contractions déjà depuis quelques heures. Et on écoute un petit peu la dynamique des contractions, les sons émis, la régularité, la durée, l'intensité.
Et puis, je me suis dit: «Voilà, elle est encore en latence», je les ai fait patienter. Et au moment où justement, il t'appelle et que tu te dis: «C'est une phase de latence», qu'est-ce qui te guide ou en général, hein, de toute façon dans le cas de Clara ou en général, les femmes que tu as ou les conjoints qui te font entendre leurs femmes au Mmh. téléphone, qu'est-ce qui te permet de faire une évaluation à distance pour savoir, justement le moment opportun pour, leur dire: «C'est bon maintenant vous pouvez vous déplacer»? Oui, c'est ce que je disais, hein, c'est la fréquence des contractions. Si on a une contraction, puis tout d'un coup, au moment où on se parle, il y a 8 minutes sans contraction, puis à nouveau encore une autre, et puis on a une grande, une petite, une longue, une courte, et puis tout d'un coup 2 minutes entre 2, et puis celle-ci, elle est très fugace. Enfin, voilà, on sait que c'est encore de la latence. On a aussi quand une maman peut, parler et nous raconter, tout ce qu'elle vit et que c'est elle qui est capable de parler, on se dit que c'est pas encore ça, voilà. Et tant qu'elle est pas passée en phase active, eh bien le travail, peut s'arrêter, reprendre 3 jours après, voire même, voilà, en médecine, on appelle ça un faux travail. Moi, je préfère décrire, plutôt une séquence d'entraînement où l'utérus s'entraîne avant, de se mettre franchement en route en phase active. Et on ne saura que c'était vraiment le tout début du travail qu'une fois qu'elle est arrivée en phase active. Donc tant qu'elle y est pas, nous on freine, parce que si on se déplace trop tôt, eh bien, on donne déjà aussi trop d'importance à ce qui se passe là. Et du Oui. coup, après, on en attend que ça bouge, alors qu'en soi, au niveau des critères de suivi de la femme enceinte, au niveau de la HAS, hein, la Haute Autorité de Santé, eh bien, il n'y a pas de délai jusqu'à ce que la femme soit en phase active de travail pour que le col bouge. Oui. Voilà. Donc, il faut, comme dit Michel Audin, disait Michel Audin, eh bien, la meilleure qualité d'une sage-femme, c'est d'être tranquille, tricoter, écouter, et puis se rapprocher dès que les contractions viennent se rapprocher, plus longues, plus fortes. Voilà, ça demande beaucoup de patience en fait, ce métier. Et là, cette nuit-là, effectivement, et la journée encore d'après, eh bien, oui, ma patience a été éprouvée, validée, je pense. Avant de rentrer un peu plus dans le détail justement de ce que tu as vécu, au moment où on l'avait interviewée, au moment de son arrivée, Mmh. elle nous avait décrit, un accueil, très doux, Mmh. où vous chuchotiez. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a amené à adopter cette posture et ce que tu observes généralement chez les femmes quand elles arrivent et qu'elles sont déjà dans leur bulle justement parce que, le moment est plus approprié, qu'elles sont justement un peu plus rentrées dans, la phase active? Je voulais juste revenir sur quelque chose juste avant. En fait, pour moi, c'était important aussi de dire que tant qu'elles sont en phase de latence, on leur demande de faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'elles Oui. mangent, elles dorment, et puis on voit bien si ça continue. Ouais. Parce que si elles partent dans plein de postures, et chouette, je vais voir mon bébé, après, on s'épuise aussi. Hein. Et celle Oui. qui arrive 3 jours après, qui a pas mangé, qui a pas dormi, puis qui vomit, c'est pas la même chose que celle qui se dit, OK, on verra. Et puis, voilà, au moment où on rentre vraiment en phase active, eh bien là, l'intensité va faire qu'il n'y a pas le choix que de changer de posture Oui. et de bouger beaucoup. Et voilà, donc là, quand on les fait patienter, ça sert aussi à ça, à avoir un temps de repos. Et donc, je rebascule là sur ce que tu me disais. L'accueil, eh bien, en fait, là, elle arrive, elle est déjà, on appelle ça endorphinée. Hein. Endorphine, l'hormone qui fait contracter l'utérus, c'est l'ocytocine, et elle travaille en synergie avec les endorphines. Donc, plus on a d'ocytocine, plus on a d'endorphine, plus on a d'endorphine, plus on a d'ocytocine. Et donc, on attend de basculer avec de plus en plus d'intensité vers cet état où on est littéralement shooté. Dans endorphine, on entend morphine. C'est la morphine endogène. Donc, si on vient la stimuler, la questionner, mettre des lumières vives, le pire du pire dans les stimulations, c'est les questions. Eh bien, Ça fait réfléchir. ça la ramène dans son cerveau qui réfléchit, alors que nous, on l'invite à basculer dans l'instinctivité et à devenir mammifère, pour bien accoucher. Et donc, on dérange très peu, on prévient, on prépare en amont les parents à ce que le père sache exactement où sont toutes les affaires dans la valise, que c'est à lui qu'on posera toutes les questions. Et donc, on s'arrange pour faire l'examen d'admission. Soit une tension, ça peut se prendre dans n'importe quelle position. Le thermomètre dans l'oreille, on chuchote que tiens, je te prends la température dans l'oreille. Et on pose pas la question d'eux, mais voilà, ça peut se prendre dans n'importe quelle position. Couché, debout, peu importe. Et puis le monitoring, c'est pareil en fait. On attend, on a besoin. À l'admission, on a besoin qu'elle se couche sur le dos pour palper, mesurer l'utérus, avoir une petite idée de comment se place le bébé. Mais après, toute la suite peut se faire vraiment dans n'importe quelle position. Et puis une fois qu'on a rassuré sur maman va bien, bébé va bien, eh bien on passe dans une auscultation intermittente en fonction du stade de l'accouchement.
Et donc plus on va avancer, plus on va rapprocher la surveillance, mais toujours on passe, on écoute et puis on repart. Voilà, toujours en suivant les recommandations du suivi du travail de la femme enceinte. Je voudrais, préciser, c'est quelque chose que j'aime bien préciser de temps en temps. Quand tu parles de monitoring, on Mmh. parle bien d'un monitoring Doppler, donc qui est portatif? Ou est-ce que tu parles vraiment, du monitoring parce que tu parles de s'allonger sur le dos pour prendre la mesure utérine ou ce genre de choses ou palper, la position du bébé? Mais est-ce qu'un monitoring de 30 minutes, fixe, est nécessaire? Ou est-ce que, selon justement l'avancée du travail, un monitoring Doppler pour s'assurer, du rythme de bébé, est suffisant? Alors nous, quand on emploie le terme de monitoring, c'est vraiment l'enregistrement continu par une machine. D'un OK. côté, du rythme cardiaque du bébé, on a souvent la fréquence cardiaque de la mère associée aux contractions, hein. Il peut y avoir des monitorings avec fil ou sans fil. Maintenant, on a des sans fil, mais à l'époque de l'accouchement de Clara, c'était avec des câbles, ce qui n'empêche pas du tout de faire des monitorings dans plein de positions différentes. Et après, dans l'auscultation intermittente, on utilise le Doppler, donc c'est le même appareil que celui qu'on a en consultation. Et puis après, en fonction des besoins de recontrôler du stade du travail, on peut passer de l'un à l'autre. Et puis au niveau médico-légal, un monitoring effectivement doit être fait sur une durée minimale de 20 minutes. D'accord. Et puis souvent, voilà, on est assez facilement à 30 minutes. En fonction on doit observer un rythme de base, l'absence de décélération, désaccélération, et puis OK. la même chose en intermittent. C'est pour, situer un petit peu justement quand tu dis, voilà, le moment où, elle arrive, à quel point elle est contrainte ou pas. Comme tu dis, en fait, on a beaucoup cette Mmh. image où la femme peut être, allongée sans bouger alors que finalement même avec un monitoring, comme tu dis, avec des câbles, elle peut quand même choisir une position qui lui est confortable et qui permet quand même de faire, ce Mmh. truc et après de toute façon elle est libre, une fois que tout est contrôlé, que tout va bien, de faire ce qu'elle veut. Ouais, il y a juste s'allonger juste le temps de la palpation à plat sur le dos et puis la mesure de l'utérus et après vraiment le reste, dans n'importe quelle autre position et puis après, c'est sûr que ça demande, d'être, très présente parce que quand elle se place à 4 pattes ou qu'elle est assise puis tout d'un coup elle a besoin de s'étirer, de se pencher en avant, voilà, on peut, moins capter donc il faut venir, replacer le capteur. Mais voilà, là en maison de naissance, on est vraiment, une femme, une sage-femme et puis petit à petit, 2 sages-femmes. Puisque la sage-femme de soutien arrive tranquillement quand la naissance elle se rapproche. Oui. Du coup, ce jour-là était assez hors norme. De ce que Clara nous avait aussi dit, c'était un soir de pleine lune. Mmh. Quand elle est arrivée, il y avait déjà un accouchement en cours, comme tu as pu nous en parler. Mmh. Et tu es venue prendre le relais du coup de ta collègue. Est-ce que tu nous raconterais du coup la suite de toute cette soirée et peut-être début de journée, ce qui s'est passé dans la maison de naissance et comment vous vous êtes organisés entre sages-femmes avec la situation particulière qui se présentait? Donc je suis arrivée vers 1 heure du matin, Mégane était là avec Marie-André depuis, je pense 22h30 si je me trompe pas. Et puis, donc j'ai pris le relais, Marie-André a pu aller, se reposer. Comme je le disais tout à l'heure, Mégane était encore en phase de latence et puis, entre-temps, Arthur m'a appelée au sujet de Clara vers 2 heures du matin. Puis on s'est re-eu à nouveau dans la matinée et puis on a fini par convenir de se retrouver avec, Arthur et Clara, en fin de matinée. Tandis que, avec Mégane, ça avançait tranquillement, hein, de latence finalement, comme je le disais juste avant, il y a pas de délai pour que ça avance et en même temps, il y a l'envie, aussi pour que la maman, soit soulagée. Mais ça avançait, ça mûrissait. Donc pour l'accouchement de Mégane, en fait, il y a eu des phases où les contractions s'espaçaient, se raccourcissaient, fallait marcher et puis dès qu'elle était debout, ça s'accélérait et donc on a, pour tenir dans la durée, hein, en fait, alterné ces phases où elle récupère, elle se repose et puis en même temps, si on veut que ça avance, eh bien, il faut aussi marcher. Donc voilà, je les ai envoyés, marcher, dans la matinée et en fait, c'est le moment où, elles se sont croisées toutes les 2 et Mégane, mettait ses chaussures tandis que Clara, enlevait les siennes et elles ont eu, une contraction en même temps et puis elles ont soufflé en même temps, voilà et c'est là que l'histoire a commencé à se lier. Et puis, elles ont été chacune dans une chambre, hein. En fait, on a 2 chambres à la maison de naissance, et donc, forcément que quand quand elles sont là en même temps, elles entendent, hein, les vocalises de l'une et de l'autre. Voilà, au début, c'était Clara qui était un petit peu, impressionnée d'entendre les vocalises de Mégane et puis, par la suite, ça a été, beaucoup l'inverse. Mais, je pense que, l'ocytocine, elle est contagieuse et l'avancée du travail de l'une a fait aussi, cheminer l'autre et voilà, sont des belles histoires ces 2 naissances ensemble.
Du coup, je fais le point avec Clara et Arthur, et puis on voit qu'ils sont au début du travail, encore en phase de latence, mais j'ai plein de signes qui me montrent que ça avance bien. Je lui dis pas la dilatation et je les invite à aller marcher parce qu'elle est encore en phase de latence. Et pendant ce temps-là, eh bien, j'ai Mégane et Johan qui reviennent. Je décris ces contractions qui un coup s'enchaînent à fond et puis un coup ralentissent. Là, on voit que c'est typique un petit peu des bébés qui se placent dans le dos de leur mère. Donc ça a été un temps où j'ai fait du rebozo. Le rebozo, c'est avec une écharpe traditionnelle mexicaine. Et puis on va venir faire tourner le bébé qui est en variété postérieure. Et grâce à ça, il a bien tourné. Donc voilà, on est basculé tranquillement là dans l'après-midi et même en fin d'après-midi, vers 18h. Et entre-temps, j'ai Clara et Arthur qui rentrent de balade vers 16h. Voilà, on recontrôle à nouveau le rythme du bébé. T'es toujours seule là à ce moment-là? À gérer, Oui, je suis toujours seule. à Ouais, jongler ouais. entre les deux. Ouais, je suis toujours seule, mais voilà, j'ai tenu au courant la sage-femme de soutien, puis je l'ai invitée à venir me rejoindre aussi. Et donc, Clara et Arthur rentrent de balade, et là, il y a vraiment un changement d'attitude chez Clara. Il y a des contractions qui sont beaucoup plus longues, des vocalises qui sont puissantes. Enfin oui, c'était assez touchant en fait, ces grandes vocalises, des sons puissants. Elle savait l'importance de faire des sons, des A, des O, des E, avec une grande ouverture de bouche pour faciliter la naissance, et elle faisait tout bien sur des belles grosses contractions d'1 minute 30. Donc voilà, c'est aussi un émerveillement pour nous. Et en même temps, elle passait entre deux contractions dans une envie de dormir, au point qu'il fallait qu'elle s'asseye. Et Arthur devait la tenir parce qu'elle dormait. J'ai vraiment l'image comme un nouveau-né où vous donnez le bain dans la baignoire et puis on lui tient à peine la tête, tout le reste flotte, mais il est totalement relâché. Et du coup, j'avais cette image-là d'Arthur qui tient la tête de Clara parce que elle est assise sur la chaise, mais elle dort. Et puis dès qu'une contraction revient, eh bien, elle va s'étirer à la liane, elle émet ces sons puissants qui ont aussi stimulé l'accouchement chez Mégane, qui s'est aussi mis dans sa bulle, elle aussi. Voilà, j'avais montré un film en préparation à la naissance où c'est un film qui s'appelle La naissance enchantée. C'est une série de 4 épisodes et dans le premier, on y voit une femme accoucher de son 4e enfant en faisant des grandes vocalises. Et elle pense que c'est ça qui l'avait beaucoup marquée et qui a fait qu'elle a émis ces sons-là. Ça a dû un petit peu l'aider. Après la naissance, je lui ai demandé si c'était une phase où... Parce qu'elle avait l'air vraiment bien au point que c'était une phase pour moi orgasmique, mais je lui ai demandé si pour elle aussi, de son vécu à elle, cette période-là a été vécue comme orgasmique, et oui, ces contractions, relâchement. Paradoxalement, elle parle un peu de douleur, mais en même temps, elle dit qu'elle était tellement bien. Donc voilà, à condition de ne pas déranger, eh bien, elle a pu faire ses endorphines et être dans une bulle où elle a un souvenir fantastique de ce moment-là, et du coup une dilatation vécue comme exquise. Et puis, à un moment donné, elle a demandé le bain, et là, ça a changé. Voilà, ça a basculé dans une phase beaucoup plus intense où la désespérance, je pense, c'est faite. Alors, je tâtonne un peu, parce que pour retracer l'histoire d'une naissance, finalement, il faut 3 vécus. Il y a celui de la sage-femme, celui de la mère, celui du père, et puis avec ça, on peut raconter une histoire. Et donc, voilà, ça, on fait un petit peu le puzzle avec ces 2 épisodes en miroir, là. Je pense que la désespérance s'est faite sur le passage du bassin et le périnée pour Clara. On attendait un beau bébé, pas au-dessus des courbes non plus, mais un bébé de poids qui allait pas faire peine à voir, comme je dis, sur les bébés avec des bonnes joues. Et du coup, voilà, pour elle, c'était moins évident le passage du bassin et du périnée. Et donc là, moi, je sais qu'elle est en phase active de travail, vu ses sons, vu la durée de ses contractions, et je l'examine pas, finalement, j'ai pas besoin, j'ai plein de signes qui montrent que ça avance. Et puis entre-temps, voilà, je passe chez Mégane, et puis en passant de l'une à l'autre, je me rends compte que j'arrive plus à être autant présente pour l'une et pour l'autre. Et donc Pauline, qui devait prendre le relais à minuit, était au courant, se tenait disponible. Et puis finalement, c'est quand même Marie-André qui est venue pour Mégane, parce que c'est elle qui avait commencé aussi le début de l'accouchement avec Mégane. Donc Marie-André a pris le relais à 19h alors qu'elle était plus d'astreinte depuis minuit. Là, ça m'a permis d'être vraiment beaucoup plus disponible pour Clara et Arthur, tandis que Marie-André était avec
avec Mégane et Johan. Voilà, posteriori, je pense que j'aurais dû faire appel un peu avant, parce que quand on se rend compte qu'on doit être plus présente pour l'une et pour l'autre, peut-être ça a pu manquer, hein. Et en même temps, c'est la grande classe. Si on compare par rapport à l'hôpital où on peut avoir 2, 3, voire repartir au bloc sur une césarienne entre deux, tout en laissant 3 femmes en travail finalement. On se dit 2, pourquoi on trouve qu'on donne pas assez avec 2 femmes en travail. Donc voilà, là c'est sûr que ça a été un bel accompagnement avec finalement 3 sages-femmes qui sont venues pour 3 accouchements, 3 sages-femmes référentes et puis 3 sages-femmes de soutien également. Donc on était 6 sages-femmes pour 3 accouchements. On était en effectif De luxe. de luxe, oui, c'est vrai, de luxe, on peut le dire. Ouais. À un moment donné, un petit peu avant que je passe le relais à Marie-André, Arthur, il me dit mais comment je fais si il arrive dans le bain, le bébé? Et puis je lui dis bah tu l'attrapes. Tu n'as pas eu besoin de moi pour le faire, ce bébé. Et puis ça les a fait rigoler. Et puis ils se sont dit bah oui, c'est vrai, tiens. Et du coup, ça remet toujours un peu l'église au milieu du village de qui accouche là. Et je pense que finalement, oui, c'est sorti tout seul d'un coup. Et puis j'ai trouvé ça très juste. Et du coup, là, donc tu pouvais te refocaliser sur Clara, du coup. Une fois que Oui, Marie-André était arrivée, du coup, tu t'es retrouvée seule avec Clara. ouais. Après, je tiens à dire, avant que tu continues, que dans le récit de Clara, on comprend même pas que t'es allée plus loin. Enfin, moi, j'ai le souvenir que t'es là. Enfin, en tout cas, de son côté, c'est assez intéressant, du coup, d'avoir ce point de vue parce que ça veut dire que t'as Mhm. plutôt bien géré, en tout cas, ce que tu leur offrais et l'espace que tu leur proposais, quoi. Oui, je pense en tout cas ils sont contents, puis ils sont dans leur bulle aussi. Mais c'est vrai que dans cette question-là, je me suis dit oh là peut-être je les laisse Oui. un peu longtemps seuls. Voilà, j'étais plus en mode j'écoute bébé, puis je passe d'une chambre à l'autre, et puis Ouais. voilà, j'étais pas autant présente que ce que j'aurais aimé, et puis surtout c'est l'une et l'autre commençaient à avancer. Finalement, elles en étaient à peu près au même stade toutes les deux, quoi, hein, Ouais. parce que le bébé de Mégane avait tourné entre-temps. Ouais. Et que même si j'avais pas examiné Clara, je me doutais que là, il arrivait petit à petit sur le périnée. Je lui ai proposé plusieurs fois de sortir du bain parce qu'avec ce beau bébé, et puis finalement là, il y a une dilatation très très harmonieuse, hein. Et après, voilà, dans le bassin, je sentais que ça mettait un peu plus de temps, et donc j'avais envie d'y voir plus clair. Donc on est sorti pour la naissance où elle a fini d'accoucher sur le tapis à 4 pattes. Et donc avec cette naissance vécue avec Sophie, hein, on a vraiment observé l'accueil de ce bébé, les parents qui s'embrassent. Et ça a été, on s'est regardés toutes les deux, hein, mais Arthur a embrassé Clara et paf, saignement caractéristique du placenta qui se décolle. Et ça, j'ai trouvé ça voilà, quand on laisse la physiologie se faire, et puis ce pic d'ocytocine qui n'a pas été perturbé, ça permet jusqu'au bout, hein, la survie de l'espèce en faisant décoller le placenta, en limitant les saignements, en favorisant aussi par la suite l'allaitement, et puis surtout l'attachement aussi, hein. Donc voilà, il était très fier Arthur de voir qu'il avait aidé à la délivrance quand on a retracé un petit peu l'histoire plus tard. Et puis voilà, ils découvrent leur bébé. 3,8 kg, c'était le poids estimé, et il faisait 3,880 kg. Voilà. Et puis, on imagine quand même un premier, quasiment un bébé de 3,9 kg. Sur le périnée, il n'y avait pas grand-chose, hein. Ah ouais. Il n'y avait pas de suture à faire. On voit aussi toute l'importance d'avoir ces sensations, d'être patient, de pas faire pousser plus vite, plus fort quand tout va bien. Donc, voilà. Et puis la posture aussi qui a dû aider, hein. Tout à l'heure, tu nous as mentionné du coup Sophie, qui est donc la sage-femme de soutien, qui arrive, comme tu disais tout à l'heure, sur une fin de naissance. À partir de quel moment tu as décidé de l'appeler pour te soutenir à cette naissance? Pour tout vous avouer, je me rappelle pas à quel moment j'ai appelé Sophie. Voilà, on se prévient en amont qu'il se passe ci ou ça à la maison de naissance. Très certainement que, voyant qu'il y avait les 2 naissances en même temps, je lui ai demandé de venir plus tôt pour aussi me soutenir et soutenir l'autre couple. Quand j'étais avec l'un, elle pouvait être avec l'autre. Elle a dû se déplacer très certainement dans l'après-midi, milieu d'après-midi. Donc voilà, on a eu la naissance, l'arrivée d'Adam. Et bien en même temps, il y a quasiment, hein, je pense, Mégane a eu, j'ai plus en tête les heures de naissance, hein, mais en gros, on a eu 3 accouchements en 3 heures. Donc Mégane a accouché pas très longtemps après 12 heures de phase de latence, 12 heures de phase active.
Eh bien, elle a accouché tout légèrement de Solane. Voilà, Marie-André raconte encore sa légèreté pour se mobiliser encore après toutes ces heures. Donc, c'est tellement source aussi d'émerveillement. Et donc, un petit Solane qui est né accueilli par son papa. Et puis, en fait, là, on apprend que Fanny contracte. Fanny qui a accouché très vite pour son premier enfant. Donc, là, on a fait appel à Pauline. Voilà, moi j'étais avec Clara, Marie-André avec Mégane, et puis ensuite Pauline qui devait prendre l'astreinte à minuit, s'est déplacée finalement plutôt pour Fanny. Et on n'a que 2 chambres de naissance, donc on a fait comme en salle de naissance classique. En gros, la première qui a accouché, c'est elle qui va repasser plus vite en maternité. Et bien là, on a utilisé la salle de préparation à la naissance, qui est aussi un espace dans lequel les sages-femmes peuvent trouver du repos si besoin. Il y a plein de tapis, donc on a fait des piles de tapis, on les a accolés. Clara et Arthur sont venus dans cette salle de préparation à la naissance 1 heure après la naissance. Donc voilà, il y avait un petit côté camping. Et en même temps, on s'est arrangé pour que ça soit douillet, où ils soient au chaud, ils aient une petite lampe de chevet, ils aient aussi à boire, à manger. C'est très très important que les femmes se resucrent après la naissance. Donc eux, ils ont un souvenir assez fantastique de ce côté camping là à la maison de naissance. Voilà. Et puis donc on a eu le grand luxe effectivement d'avoir 3 sages-femmes de soutien qui étaient là aussi sur place. On avait prévenu aussi l'autre trinôme qu'il y avait 3 naissances pour le même trinôme, donc ça aurait posé problème s'il y avait un autre couple qui était venu. Mais c'était calme de leur côté. En gros, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y aura un moment donné où, tant pis, la naissance se serait fait en maternité. Il faut savoir que la maison de naissance, elle est ouverte depuis 2016. C'était la seule situation jusqu'à récemment, et encore, c'est vraiment la seule situation où il y a eu vraiment des naissances aussi rapprochées, je crois, 3 naissances en 3 heures. Donc voilà, ça reste exceptionnel. On fait attention au nombre de suivis qu'on prend de par la place dans les locaux, mais aussi par rapport à la fatigue des sages-femmes derrière, où il faut qu'on puisse continuer de faire ce métier qu'on aime tant. Oui. Mais qui, du coup, forcément que sur le moment, on est pleine nous aussi d'hormones. On assiste à des histoires extraordinaires à chaque fois. Après, on a le contre-coup. Il nous faut quelques nuits de sommeil complètes pour récupérer après cela. Voilà, donc on a déménagé Clara et Arthur, fait vite le ménage, refait les pleins avant d'accueillir Fanny. Oui, en amont, on a aussi demandé à ce que Fanny fasse garder son aîné, que tout soit prêt pour se déplacer très vite à la maison de naissance, vu comme elle accouchait vite. Donc Oui. voilà, il y a un petit peu toutes ces organisations-là à voir, mais ça, on les a à chaque fois. Et puis là, pour ces 3 naissances en 3 heures, finalement, je sais que vous me posiez la question de est-ce qu'on a un protocole dans ces situations-là. En fait, en gros, la règle, c'est qu'il faut toujours 2 sages-femmes pour accoucher en maison de naissance. Et puis après, pour le reste, il faut savoir que l'improvisation fait partie de notre métier. Enfin, même en salle de naissance classique, finalement, ça arrive très souvent d'accueillir des bébés dans un box d'urgence au lieu que ça soit une salle de naissance, ou même en chambre en maternité, ou même sur le parking, ou même... Voilà, les bébés peuvent naître n'importe où, et donc on a l'habitude, quoi. Voilà, et puis là, pour le coup, je pense qu'on était vraiment en bon effectif. Et donc, il y avait aussi un petit côté auberge espagnole. Là, c'est vrai que il y avait 3 couples, 6 sages-femmes, et 3 bébés ensuite. Tout à l'heure, je reviens un petit peu parce que du coup, j'ai plusieurs questions à poser à propos de ce récit et revenir en détail sur les choix aussi que tu as pu faire. Et notamment, tu nous disais au début, donc quand tu lui as demandé d'aller faire un petit tour pour passer à la phase d'après, qu'elle était quand même dans un état déjà endorphiné. Et dans le souvenir qu'on a du récit de Clara, elle parle du fait que tu prends son conjoint à part. Et que tu lui expliques que du coup elle est endorphinée et qu'il faut maintenir ça, que c'est bon signe, et du coup tu les envoies. On se demandait quel rôle tu accordes à l'accompagnant dans un accouchement et pourquoi notamment certains échanges se font parfois en aparté, comme c'est le cas dans cette situation. Alors, souvent on chuchote pas très loin de la maman. Là, je sais plus où est-ce qu'on était au moment où il y a eu cet échange-là. Donc, c'était pour pas trop déranger Clara aussi. Il y a des mamans qui, malgré cette bulle, sont très très fortes pour choper l'info, se retourner et puis même répondre à la place d'eux. J'essaye d'éviter ça.
Nous, on a tellement l'habitude de voir des femmes en travail que pour le partenaire, c'est pas toujours évident de voir cet état-là et de comprendre qu'est-ce qui se passe, même s'il y a eu la préparation en amont. Moi, je trouve ça bien de redire, hey, tu te rappelles, c'est ça qu'on attendait et c'est trop génial. Elle fait tout bien et du coup, tu la déranges pas, tu la questionnes pas et au contraire, t'es là pour qu'elle puisse s'appuyer sur toi et voilà. Il y a vraiment une attitude très très shootée, hein. Oui. Donc, il faut la laisser dans cet état-là, oui. Tu nous en as parlé aussi à un moment donné, je repense au passage où, elle, sort de la baignoire et où tu dis que c'est quelque chose que toi tu veux mettre en place, tu veux la faire sortir de la baignoire et je me demandais les raisons qui t'ont amené à proposer un changement de lieu, notamment, face au projet de Clara qui était potentiellement d'accoucher dans l'eau. Alors on sait jamais vraiment où va avoir lieu la naissance. À ce moment-là, toi, tu as eu besoin de demander ce changement. Est-ce que tu peux nous expliquer, même de manière générale, pourquoi tu incites à ce moment-là, quand à d'autres moments tu laisses les femmes gérer instinctivement? Eh bien, alors, je savais qu'on attendait un beau bébé et en fait, c'est vrai que la progression du périnée était laborieuse. Enfin, on peut, voilà, sentir dans la main, hein, la progression de la tête du bébé qui passe de partie moyenne à petit couronnement, puis grand couronnement. Voilà, et voyant que cette progression s'est faite lentement, eh bien, je voulais pouvoir voir, hein, la tête du bébé arriver et donc venir plutôt sur un tapis où là, ça permettait aussi de guetter des signes en fait, hein, d'éventuelles dystocies des épaules, donc et puis de se mobiliser aussi en fonction plus facilement. Elle avait pas très envie, je lui avais demandé plusieurs fois, mais au bout d'un moment, je lui dis allez maintenant tu sors. Et donc bébé est arrivé très vite après la sortie de la baignoire. Très certainement, hein, ça a permis aussi de faire des mouvements de bassin, hein, d'enjamber la baignoire et donc waouh, enfin sur la façon dont Clara s'est déplacée à ce stade-là de la naissance. Ça m'a émerveillée, je lui ai dit. Voilà, on est toutes douces, hein, mais parfois on n'est pas cool. Là, pour le coup, j'ai dit non, si tu sors là, c'est... Oui. Du coup, tu nous parles quand même de 3 naissances en 3 heures et de beaucoup de monde. Tout à l'heure, tu nous parlais du fait que tu avais pas spécialement aussi donné ce que tu voulais donner et que tu aurais peut-être dû appeler plutôt du renfort quand tu avais les 2 naissances à gérer. Et je me demandais du coup comment vous faites pour préserver la qualité de l'accompagnement malgré ce type d'affluence ou en tout cas de situation inattendue, puisque comme on disait tout à l'heure, Clara a par exemple pas remarqué, en tout cas dans son récit, ça ne transpire pas que elle ait dû partager sa sage-femme avec quelqu'un d'autre. Oula, grande question. Oui, c'est sûr que d'un vécu à l'autre. Je pense qu'ils sont chacun dans leur bulle aussi, hein, mais et du coup, moi, je passe, j'écoute bébé, je repars. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai décrit, hein, le rebozo que j'ai fait chez Mégane. Parfois, on fait ça pendant 2 heures. Hein, donc, Johan a pris le relais et on montre toujours au papa aussi comment faire. Et il était tout fier de savoir que grâce à ça, son bébé avait tourné. Voilà, dans l'intensité aussi, dans la durée. Même parfois, on fait pas grand-chose, mais on est là dans la pièce et on porte l'espace aussi. On est connecté à la naissance. Ouais, c'est ça, c'est que si on court partout d'une pièce à l'autre, tout de suite, on est moins dans l'histoire de la naissance là. Et je pense qu'il y a moins d'observation aussi. Et puis, en fait, imaginez cette contraction, relâchement, s'il y a une sage-femme qui est fiou, 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 qui fuse dans tous les sens et puis qui passe, qui écoute bébé, qui repart, qui non, ça va pas, c'est trop speed, quoi. Oui. Du coup, oui, je pense que c'était bien de passer le relais. Ça peut aller quand il y en a une au début, une femme en travail, au tout début de travail, et puis celle qui est tout proche de la naissance, voire même qui vient d'accoucher. Bon, voilà, l'examen du bébé, on peut le retarder, et puis après la naissance, on passe un peu moins dans la chambre aussi. Puis la sage-femme de soutien aussi est là, hein, donc 2 sages-femmes pour 2 femmes, ça va quand il y en a une au début, une à la fin. Mais 2 en même temps, là, non. Puis sur des phases où, enfin voilà, comme je disais, là, pour Clara, le passage du bassin, ça devenait dur. Tout le temps où il est passé sur le périnée, là, j'étais exclusivement avec Clara, c'était bien que Marie-André soit avec Mégane, hein. Oui. Du coup, voilà, il y a, oui, on fait l'assurance médicale, mais il y a le besoin de soutien et puis d'être tranquille, quoi, en tant que sage-femme. Sinon, on peut aussi perturber le processus de la naissance si on n'est pas tranquille. Juste parce qu'on court partout. Donc le but, c'est d'y aller en
en marchant, c'est ça, sur la pointe des pieds? Oui, après bon, voilà, sur les naissances rapides, on peut rassembler notre matériel assez rapidement et puis passer plus furtivement, mais effectivement, voilà, on peut aller assez vite de toute façon quand il faut, hein. Après, ce qui est bien, c'est que vous êtes déjà pieds nus, en chaussettes dans la maison de naissance, ça fait moins de bruit. Oui. Donc tu parlais de 8 naissances sur le mois, enfin vous prenez jusqu'à 8 dossiers, pour, le mois. Tu, nous parlais du fait que vous improvisez, que vous savez à peu près comment gérer les choses, qu'il y a pas forcément de protocole établi. Mais est-ce que là, en l'occurrence, vous aviez envisagé cette possibilité? On connaît pas les termes de ces 3 femmes, nous pour le coup, Est-ce que vous aviez envisagé que ça soit possible, ce jeudi, vendredi, samedi? Je me suis un peu perdue dans le timing. Est-ce que vous aviez, envisagé cette possibilité ou ça vous a pris au dépourvu? Ouais, comme je disais, en salle de naissance classique, c'est déjà possible en fait, hein, qu'on Oui. en ait une qui soit à 38, 39 ou 40 semaines, qui accouche en même temps que celle qui est à 41 plus 5. Enfin, du coup, c'est vrai que quand on a des demandes, alors là, j'ai donné cet exemple de 8 naissances par mois. Globalement, c'est la limite qu'on s'était faite en trinôme. Parfois, on poussait à 9, sachant qu'il y a toujours des réorientations, hein. C'est-à-dire que c'est quand on démarre le suivi qu'on accepte 8 couples par mois, donc en tout cas avec notre trinôme. Et puis ensuite, on est passé en binôme, puis finalement, on a augmenté parce qu'on avait de la demande. Donc, il y a des réorientations qui se font, ce qui fait que, voilà, c'est assez raisonnable d'avoir 2, 3 naissances par mois par sage-femme, finalement, hein. Oui. Et puis ça, c'est notre limite à nous, hein. Voilà, notre trinôme pourrait choisir autre chose, et puis ça dépend des périodes de vie aussi, on en est les unes les autres. Et donc oui, on le sait, hein, en obstétrique, on peut en avoir plusieurs qui accouchent en même temps, et c'est pas forcément celles qui ont les termes en même temps qui accouchent en même temps. Oui. Et puis à l'inverse, on peut avoir une période de 2 ou 3 semaines sans naissance. Voilà, sur toute l'activité de la maison de naissance. Oui. Après, pour le coup, comme tu disais, ça reste une situation, très singulière, d'où ma Oui. question, c'est malgré le fait que dans votre métier, c'est une possibilité, notamment en milieu hospitalier, de le vivre. Là, vous, c'est pas, un critère qui est organisé pour la maison de naissance, le cadre n'est pas fait à la base, pour ça, en tout cas, j'imagine. On a plutôt prévu, voilà, 2 naissances, c'est possible en même temps, sachant qu'en plus, il y a 2 salles de bain, 2 WC, douche. Mais 3 initialement, non. Oui. Il aurait fallu 3 chambres de naissance. Et d'ailleurs, s'il y avait eu une naissance de plus, comment est-ce que ça s'organise, dans un moment comme ça? Bah, je pense que là, on aurait orienté les parents vers la maternité. Oui. Ça dépend aussi le délai, ça dépend finalement, Mégane est repartie vers 1h du matin, Fanny vers 4h, Clara est restée, Oui. Finalement toute la nuit. Donc à voir quand les uns et les autres partent finalement. Et puis à voir en fonction aussi des sages-femmes. Finalement, on était 6 sages-femmes. Moi, je suis allée me reposer en premier puisque finalement, j'ai passé plus de 24 heures à la maison de naissance. Je crois que la naissance a eu lieu un vendredi soir toutes les naissances ont eu lieu le vendredi soir vers 20h, 21h, 22h. Oui. Et j'étais depuis la veille 1h du matin, donc et j'avais pas dormi depuis le matin, enfin, Oui. donc ça faisait Non, quoi, ça peut. peut-être 40 heures avec 3 heures de sommeil. Et du travail entre les 2. Voilà, c'est ça. Donc en gros, moi je suis rentrée me reposer, il y a le contre-coup derrière cette ambiance, l'effervescence, l'excitation aussi de toutes ces naissances, et puis où finalement j'ai décrit cette improvisation, et il y a énormément de joie aussi, assister à toutes ces naissances. Ouais, c'est un gros moment de vie à la maison de naissance, ouais. On a fait une soirée crêpes cette soirée-là. Oui, C'est j'allais tout d'un t'en coup une parler. sage-femme de soutien, c'est Marie-André avait fait des crêpes, et puis ouais, c'est Sophie qui les a cuites à la poêle, et je me rappelle même j'étais avec Arthur et Clara quand je suis rentrée dans leur chambre, du coup, leur nouvelle chambre. En ouvrant la porte, c'est des portes phoniques, hein, donc eux, ils sont vraiment dans le calme. Et puis, on a une attitude beaucoup plus calme quand on rentre dans la chambre. Professionnel. Oui, et puis voilà, il y a un bébé qui vient d'arriver, enfin, Oui. et puis une maman qui est fatiguée, voilà. Et oui, en ouvrant, il y a une odeur. Il me dit, mais ça sent le brûlé. Mais non, c'est juste Sophie qui fait des crêpes. Donc voilà, ils en ont profité aussi. Ouais, je sais pas si on pourrait l'appeler soirée crêpes ou auberge espagnole à la maison. Je crois qu'elle dit les 2, Clara aussi, dans son récit. C'est intéressant, et elle nous parle en effet de cette, dualité qu'il y a entre, cette effervescence qu'on entend dans la cuisine et ce silence des chambres, qui est très intéressant et qui ramène de la douceur aussi, à cet événement, quoi. On n'a pas eu le temps de se poser du tout, hein. On n'était pas autour de l'appareil à crêpes à 6, hein. C'était plutôt, voilà, une ou deux qui s'est dit, tiens, je vais faire ça. Oui, j'imagine, oui. Voilà, ça a apporté des forces
À tout le monde, Oui. ces crêpes. Mmh. De l'ocytocine pour les sages-femmes aussi, pour se Ouais, redonner c'est vrai. du Ouais, ouais, courage et ouais. de la force. Tu me posais la question de l'organisation finalement, donc là maintenant on est en binôme, hein. On était en trinôme, les 3 sages-femmes du même trinôme sont venues alors que c'était moi qui étais d'astreinte. Donc Ouais. on aurait pu faire face à une situation où l'une de nous 3 est en vacances ou en Oui, formation, pas dans j'y la ai pensé, région. ouais. Donc voilà, l'autre aurait pu aussi venir, mais on aurait pu aussi faire appel à l'autre binôme en disant: «Bah, on a besoin», voilà. Et puis là, actuellement, oui, oui, on est passé dans une organisation de 2 binômes et puis une sage-femme qui est en solo. Donc bah, voilà, il y a des moments, on est 2 à être en formation en même temps. Noël, c'est toujours une grande question au niveau organisation. On fait de notre mieux pour maintenir, la maison de naissance, ouverte, mais on se demande plus, bah, que tant pis, voilà. Si le couple, connaît pas forcément l'autre binôme qui sur, cette date-là, eh bien, c'est possible aussi que, voilà, entre ça et être orienté vers la maternité, eh bien, en amont, il y a, Oui. le plan d'être accompagné au moment de la naissance par un binôme que le couple ne connaît pas. Et ça arrive quelques fois dans l'année où on s'entraide, mutuellement Oui. et voilà. Et puis de toute façon, nous, on se rend pas indispensable aux parents finalement. On sait qu'ils savent tout bien faire et du moment qu'ils sont dans leur bulle à la maison de naissance et qu'ils le font sans nous, c'est presque, on se dit: «Waouh, bah, vous voyez, bravo quoi, c'est vous qui l'avez fait quoi». Je vois. Et en parlant d'organisation, tout à l'heure, tu nous as parlé que vous avez improvisé une chambre, pour, Clara et Arthur, dans la salle de prépa. Mmh. Tu nous as parlé aussi de l'aspect un peu sanitaire et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du coup à ce moment-là, ce qu'il faut gérer, à la fois, bah, de peut-être la salle de prépa, ce que vous en faites, comment ça s'organise au niveau plus concret peut-être, du côté des sages-femmes? Et sachant qu'il y a, un accouchement qui arrive aussi, donc faut gérer, peut-être, une certaine rapidité. Enfin bref, comment est-ce que ça s'organise, à ce moment-là avec des accouchements aussi rapprochés et tout un nettoyage à faire potentiellement? Alors, bah, la salle de préparation à la naissance globalement elle est propre, hein. Enfin le ménage est fait régulièrement dedans. On était après la naissance aussi donc voilà, on a installé des draps, sur les matelas et puis voilà, ils avaient leurs couettes, leurs oreillers, enfin on a aussi de la literie en quantité, hein. Là où il y a un protocole particulier de nettoyage, c'est pour, le nettoyage de tout ce qui sert pour, la naissance, aussi bien le tabouret d'accouchement que, le lit, enfin tout doit être nettoyé par, des produits, bah, bactéricides, virucides, fongicides, avec le temps d'application, habituel. On a différents protocoles en fonction de si on nettoie un lit ou, une douche ou un WC. D'accord. Je sais pas si je vais peut-être pas aller dans le détail de tout, mais voilà, en tout cas, après, il faut faire tourner les machines, hein. C'est-à-dire que s'il y a du sang, bah, il faut que ça lave à froid, puis ensuite on lave à chaud. Et puis, je crois que suite à cette expérience-là, on a racheté du linge. C'est-à-dire qu'en fait, là, ouais, c'est vrai que c'est important, hein, d'avoir cette conséquence de toutes ces naissances rapprochées. Ça a été surtout après, où il faut rendre à nouveau les locaux opérationnels pour, s'il y avait à nouveau d'autres femmes qui arrivent en travail. Et donc il faut, bah, on peut imaginer, hein, un couple qui part, puis un deuxième, puis un troisième, puis qui reste sur place pour, ranger, faire le ménage, faire tourner les lessives. On arrive sur le week-end, voilà. Donc c'est vrai que là, j'ai le souvenir que Pauline a gentiment renvoyé tout le monde et c'est elle qui habite le plus proche. Moi, je suis pas très loin non plus et elle m'a gentiment laissé récupérer après, tous ces 2 jours quasiment sans dormir. Mais c'est vrai que oui, oui, c'était très prenant pour elle. Il faut aller voir les bébés à la maison. Donc en plus des visites, elle revenait à la maison de naissance, refaire tourner les machines. Voilà, donc depuis on a déjà plus de linge, on a aussi, au niveau ménage, du soutien pour après les naissances de base et puis on a aussi, la coordinatrice qui souvent fait une pause dans son travail administratif pour, bien faire avancer, le linge, en semaine et on est reconnaissant de ça. Ça nous aide beaucoup, hein. Mais de toute façon, voilà, la situation arriverait le week-end, il faudrait, de base refaire tourner, les machines pour la suite. Du coup, tu nous as dit quand même, dans tout ça que ça avait eu lieu un jeudi et un vendredi du coup, qui sont, des jours, de semaine et suivant les maisons de naissance, parfois il arrive qu'il y ait des ateliers qui soient organisés ou des choses qui soient organisées, en plus des consultations et parfois c'est maintenu, suivant la alors je sais pas comment est fait Manala, exactement, mais suivant la disposition des locaux, parfois c'est maintenu, sur le côté. Qu'en était-il pour vous, de ces 2 jours, à la maison de naissance? Est-ce qu'il y avait des trucs organisés? Comment vous êtes, débrouillés?
Alors, oui, cette question elle est géniale parce qu'à la base, il y avait une soirée d'info organisée, ce soir-là. Alors parfois on maintient, mais là, voilà, la soirée d'info, elle aurait eu lieu pile au moment des 2 accouchements de Mégane et Clara. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de vocalises dans l'air. On a des portes phoniques, hein, mais c'est vrai que là, on commençait à être, très nombreux dans la maison de naissance, donc c'était bien d'annuler. Il y a pas très longtemps, j'ai eu une soirée d'info où j'ai accueilli les parents en leur disant, «Bah, voilà, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une naissance ce soir et puis la mauvaise, c'est vous pourrez pas voir les chambres». Voilà, et puis ils ont souri et puis ils étaient contents de savoir qu'il y avait un bébé qui était en train de naître mais bon, il y avait qu'une seule naissance et puis, c'était pas avec moi. Oui, j'imagine que tu fais pas la soirée info en plus de l'accouchement. Non, Faut non, pas non. exagérer. Et du coup, les soirées info, c'est des réunions, oui, pour informer les parents qui veulent être suivis en maison de naissance et savoir comment ça fonctionne, c'est ça? Voilà, c'est ça, on fait ça à peu près 1 fois par mois, mais ça aurait pu très bien être un atelier hypnose ou cercle de papa ou Mmh. voilà, hein, il y a plusieurs ateliers à la maison de naissance et donc là, c'était une soirée d'info pour les nouveaux parents ou futurs nouveaux parents, parfois la grossesse n'est pas encore lancée. Et du coup, j'ai une question qui sort un peu du sujet. Est-ce que quand vous avez une soirée d'information ou d'atelier, donc avec des futurs parents qui, pour le coup, n'ont jamais accouché ou accouché en maison de naissance, est-ce que, alors, je sais pas à quel point une porte phonique empêche Mmh. vraiment les sons de circuler, mais je me demandais si vous aviez eu des retours sur le fait que ça motive encore plus les personnes à s'inscrire ou au contraire que ça ait pu effrayer des gens, de se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que cette situation, d'accouchement qui, quand on est très novice, peut parfois impressionner aussi? Et bien justement, c'est une grande question. Alors j'ai pas tellement souvenir pour une soirée d'info, mais voilà, il arrive qu'il y ait des consultations à la maison de naissance ou des préparations à la naissance, pendant qu'il y a une naissance avec 2 autres sages-femmes de l'équipe de la maison de naissance. Et du coup, c'est l'occasion de parler de la douleur, voilà. Une bonne préparation en leur disant: «Bah, voilà, qu'est-ce que ça vous fait là, d'entendre ces sons-là?» Alors, voilà, on essaye que ça soit le plus discret pour, aussi privilégier l'intimité de la maman. On ferme les portes dès qu'on peut, mais parfois, hop, dès qu'on passe, il y a du son qui passe. Puis si on est vraiment tout à la fin et en fonction de comment elle a besoin de vocaliser, c'est vrai que ça peut passer à travers les murs, hein. Donc les portes sont phoniques, mais les murs, ben, parfois après 2 ou 3 murs, ça passe quand même un peu sur la fin de la naissance. Et du coup, ça nous permet aussi de poser un autre regard sur la douleur et nous, on se dit: «Ouais, c'est bien, il est pas loin ce bébé», d'observer, par exemple une pause, hein, c'est-à-dire qu'on peut entendre que, là, voilà, tiens, elle pousse et puis des contractions après contractions, puis d'un coup plus de contractions et là on se dit: «Ah, c'est très certainement la pause avant la naissance du bébé» et du coup, ben, voilà, on entend tout ça et puis ouais, c'est une façon aussi de se connecter à la maman, au papa qui vont avoir leur bébé, apporter de la force à la maman, se connecter à cette vie qui arrive aussi. Donc certaines qui ont déjà eu un petit, certaines, elles sont assez émues aussi, hein, ça les ramène dans leurs propres accouchements. Donc voilà, c'est comme je disais, une maison, voilà. Eh bien, merci de nous avoir donné tout ton point de vue sur ce récit. Clara, à l'époque, nous avait aussi parlé dans son interview des grossesses qui ont suivi, notamment celles qui se sont spontanément arrêtées. Est-ce que tu pourrais nous dire comment vous, en tant que sage-femme en maison de naissance, vous accompagnez ces moments de vie qui sont beaucoup plus difficiles que tout ce qu'on vient de raconter et comment ce suivi aussi diffère d'une prise en charge classique finalement? Alors, là, en fait, faut avoir en tête aussi que moi, je fais pas de suivi gynécologique, hein, mais Pauline en fait et donc eh bien, voilà, quand les parents, viennent vers nous, avec un projet de 2e ou 3e enfant ou même pour continuer le suivi gynécologique, bah, forcément que, s'il y a une grossesse qui s'arrête, ben, on savait qu'il y avait déjà une grossesse et puis on sait que là, ça s'est arrêté. Donc bah, s'il y a besoin, enfin, oui, il y a forcément besoin d'accueillir ça et donc oui, c'est tout naturel que finalement, que la grossesse aboutisse ou pas, enfin, c'est normal de proposer des consultations, Mais c'est intéressant d'entendre que vous laissez une place, à ça. En tout cas, dans le souvenir que j'en ai, Clara a été vraiment, touchée et s'était vraiment, sentie, entièrement soutenue par, les sages-femmes de la maison de naissance, dans ces moments, de vie, qui sont plutôt, douloureux et c'est vrai que dans certains contextes, c'est plus difficile de laisser cet espace-là. Mmh. Notamment, par exemple, dans un contexte, hospitalier où le rythme est beaucoup plus intense. Il y a peut-être, moins, ce suivi, global justement où on peut accompagner la femme dans le temps, le couple dans le temps. Mmh. Comme tu dis, même aux réunions d'info, il y en a qui arrivent avec des projets.
Quand, en plus la maman a déjà eu, un enfant, quand on vous écoute, il y a un côté un peu naturel dans cette, poursuite et cet accompagnement. En tout cas, c'est elle ce qu'elle nous avait, transmis et qui était plutôt, chouette à vivre parce qu'in fine, elle a fini par, tomber enceinte, et accoucher une seconde fois. Le fait est que pendant son suivi, elle a été, réorientée et malgré tout, encore une fois, elle nous avait fait part, qu'elle s'était sentie particulièrement, entourée par, l'équipe de la maison de naissance. Est-ce que tu pourrais nous dire, de ton point de vue de professionnel, qu'est-ce qui est essentiel au moment d'une réorientation? Que ce soit dans le cas de Clara ou de manière plus générale pour, les femmes et les couples qui sont suivis. Qu'est-ce qui pour toi est vraiment essentiel pour justement pouvoir se sentir soutenu comme elle nous l'a décrit, malgré finalement le changement de lieu? Alors, j'avais envie, de rebondir, un tout petit peu sur ce que tu disais par rapport au rôle de la sage-femme en maison de naissance. Mais finalement, quand on accompagne une famille pour, une grossesse, puis encore une autre, et puis peut-être peut y avoir une fausse couche, puis à nouveau un autre petit encore derrière. Finalement, pour la plupart, des femmes suivies par une sage-femme libérale, qui fait de l'accompagnement semi-global durant toute la grossesse, pas le moment même de la naissance, mais encore après l'après-naissance. Voilà, cet accompagnement, et même s'il n'y a pas de maison de naissance proche, de chez les parents, ou même s'il n'y a pas le souhait d'accoucher en maison de naissance, il y a plein d'autres couples qui peuvent bénéficier de cet accompagnement, par une sage-femme, libérale. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai précisé d'ailleurs le contexte, plus hospitalier parce que Oui. certaines femmes n'ont pas, Oui. d'accompagnement avec des sages-femmes libérales et on sait que l'intensité, malheureusement des maternités, Oui. ne permet pas toujours cet accueil. Mais c'est vrai, tu as absolument raison, hein, les sages-femmes libérales, peuvent tout à fait, accompagner tout ça. Oui. Et du coup, là, c'est aussi ce qu'on a fait finalement pour Ava, où il y a une réorientation sur la fin de grossesse. On a fait un suivi semi-global parce que la naissance n'a pas pu avoir lieu à la maison de naissance. Ava, qui est du coup leur petite fille. Oui. Donc, je les ai suivis toute la grossesse. Pauline a fait on était passés en binôme, je pense. Pauline a fait la préparation à la naissance et puis, voilà, on a eu l'annonce, qu'il y aurait une réorientation sur la fin de la grossesse. Du coup, c'est un temps aussi, on accueille ça, on accueille la déception des parents. Leur peur aussi, parce que, quand on parle de gros bébé, il faut de la confiance derrière pour mettre au monde ce bébé, même si c'est pas à la maison de naissance. Et donc, on vient en remettre aussi. Et puis, on leur parle aussi peut-être d'écrire un projet de naissance. Moi, j'aime bien le relire aussi avec eux s'ils le souhaitent, parce que c'est pour aussi éviter une liste de je veux pas. Une épisomie, de nos jours, on fait pas des épisiotomies comme ça, hein, il peut y avoir ce besoin aussi, d'un point de vue médical, ou pareil pour un sondage urinaire. Le praticien en face peut juger que, c'est important. Et du coup, moi, j'amène plutôt à venir exprimer les besoins d'intimité, de confiance, de sécurité pour sécréter au maximum les hormones de l'accouchement, et puis de dire aussi que s'il y a des questions, des besoins, il faut plutôt s'adresser aux partenaires, et puis dire aussi aux partenaires de venir. On ne sait pas avec qui ils vont avoir en face d'eux, et puis que ça soit cet humain-là à ce moment-là, avec cette activité-là et sa fatigue et ses préoccupations, par rapport à un autre moment donné. Peut-être qu'à un autre moment donné, il sera peut-être plus ou moins en lien, en fait, hein. Donc, je dis aussi au père d'aller chercher le lien s'il a besoin d'être rassuré, d'avoir des explications, d'être guidé aussi pour soutenir sa femme. Prépare un petit peu à tous ces scénarios-là. Moi, je sais, quand j'étais hospitalière, si par exemple on devait partir en césarienne, je disais toujours au père, là vous embrassez, et puis quand vous allez vous retrouver, vous serez 3. Mais je vous promets, en le regardant droit dans les yeux, je viens vous donner des nouvelles dès que je peux. Et puis parfois, on a d'autres soignants qui pourraient pas avoir cette sensibilité-là, et c'est ok. Donc je leur dis à eux de venir chercher ça en face. Et en fait, dans cet accompagnement-là, il y a le moment même de la naissance où on sera pas là, hein, donc on essaye de le préparer en amont au moment de la réorientation. Mais dans l'après-naissance, on continue après de passer à la maison, on leur demande des nouvelles déjà, de nous tenir au courant de la naissance du bébé, de comment, on leur souhaite aussi une belle découverte à 3 en maternité, et puis ensuite de nous tenir au courant du retour à la maison pour qu'ensuite on puisse prendre le relais. Et puis il y a la visite à domicile, il y a accueillir comment ça s'est passé, et puis on continue aussi de faire l'entretien postnatal, et puis les femmes reviennent encore vers nous pour la rééducation périnéale. Donc c'est un temps où en fait, si on reparle encore du vécu de la naissance, à chaque fois on peut réaccueillir s'il y a une déception. Oui.
C'est pas parce qu'il y a une réorientation finalement que vous les revoyez jamais ou que vous avez jamais l'occasion de rediscuter de ce qui a été vécu. Ah mais non, du tout. Vous accueillez aussi ça et vous pouvez, comme tu viens de le dire, aussi participer au suivi postpartum dès le retour au domicile. Voilà. En tout cas, quand tu repenses à la première naissance, donc la naissance d'Adam en l'occurrence, qu'est-ce que tu retiens avant tout? Alors moi, j'étais très, très marquée, par cette naissance et ces sons. Je pense que c'était moi en tant que sage-femme, en maison de naissance et avec toute l'expérience que j'avais en amont, je pense que c'est la première naissance orgasmique que j'ai pu accompagner. Donc voilà, ça m'a fait, aussi, grandir en tant que sage-femme. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ta manière de pratiquer ton métier aujourd'hui? Tu dis que ça te fait grandir, mais est-ce que du coup, ça a fait évoluer ta pratique de professionnelle? En fait, je m'enrichis de chaque observation de naissance, mais je pense que, de base, il y a un certain savoir-être que là, j'avais déjà aussi au moment de la naissance, d'Adam. Adam, Solane et puis Maïlan, le 3e bébé. Et justement, là, tu reparles du fait qu'il y a eu 3 naissances quasi simultanées. Est-ce Mmh. que tu aurais un message à faire passer aux sages-femmes qui pratiquent en maison de naissance, dans le cas où elles se retrouveraient confrontées, comme vous ce jour-là, à vraiment des accouchements très rapprochés? Bah, tout dépend des lieux, de l'effectif. Enfin oui, ça fait tellement partie de notre métier, l'improvisation, que encore plus en accompagnement global à la naissance, hein. Enfin, on peut être en plein de travaux chez nous et partir hop sur une naissance, on passe de l'un à l'autre sans problème. Enfin, non, j'ai pas de conseils à donner. En tout cas, aujourd'hui, au moment où on enregistre, ça fait à peu près 5 ans que le premier accouchement de Clara a eu lieu, donc que Adam est né, celui dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Est-ce que tu souhaiterais adresser un mot à Clara et toute sa petite famille? Moi, j'ai entendu beaucoup, de reconnaissance de leur part et en fait, moi, je suis aussi reconnaissante de la façon dont j'exerce ce métier. Je suis reconnaissante des humains que j'accompagne aussi et concernant la famille de Clara, oui, c'est un grand enrichissement aussi pour nous d'assister, et un privilège, d'assister à ce lâcher prise. Il y a une grande bulle d'amour aussi entre eux. Je les ai accompagnés pour, plusieurs grossesses, en postpartum aussi, tiens. Ça me fait penser à ce terme aussi que maintenant j'ai gardé, Clara, quand je passais à la maison et que je demandais comment ça va au niveau du moral. Elle me dit: «Mais je comprends pas, je pleure, je pleure, je pleure», mais elle pleurait de joie et c'est des larmes qui ruisselaient sur son visage en disant: «Qu'est-ce que je suis heureuse». Et du coup, elle appelait ça Baby Joy et c'est un terme que j'ai gardé et quand je l'utilise, je pense à elle. Merci aussi pour, toute cette force qui témoigne et puis comme ils font tout bien aussi. Je dis souvent good job maman, good job papa et good job bébé aussi. Mais écoute, je suis sûr que ça leur fera plaisir de t'entendre. En tout cas, ils étaient ravis d'apprendre que tu étais prête à raconter ton point de vue sur ce jour-là qui a été vraiment unique et marquant dans leur vie. J'avais aussi envie, je sais pas si Fanny et Megan écouteront ce podcast et ouais, j'ai été vraiment émerveillée aussi du courage de Megan et Fanny. Finalement, j'étais un peu moins auprès d'elle. C'est vraiment Pauline et puis une autre sage-femme de soutien qui était là pour la naissance. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle histoire à raconter cette soirée d'auberge espagnole à la maison de naissance. Oui, un 16 octobre 2020. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous partager et pour le retour précieux sur ce récit qu'on avait déjà entendu du côté de la maman. Avec cette thématique miroir, notre intention était d'ouvrir un autre angle, celui de celles et ceux qui accompagnent, qui ressentent et soutiennent. Et comme tu disais tout à l'heure, qui font preuve de beaucoup de patience, qui veillent sur les mamans, les bébés et aussi les accompagnants et accompagnantes. Ton regard aujourd'hui contribue à montrer la richesse du travail en maison de naissance et aussi toute la finesse, la subtilité de l'accompagnement qui est proposé, quelles que soient les étapes de vie et quelles que soient aussi les étapes du travail dans le cadre d'un accouchement. Merci beaucoup d'être revenu à notre micro pour donner une perspective professionnelle d'une situation qui est avant tout humaine. Moi, je voulais aussi vous remercier, Julie et Capucine, parce que votre podcast est une grande source d'inspiration et de préparation aussi à la naissance et à la parentalité. Et voilà, grand merci pour ce temps que vous avez pris pour l'enregistrement de ce podcast. Et puis, belle suite à vous. Merci. Merci beaucoup. Pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, parce que c'est grâce à vous que les récits continuent d'exister et d'informer, comme vient de le dire Camille.
Et puis si vous êtes curieux ou curieuse d'entendre l'histoire du point de vue de Clara, pour rappel, vous pouvez aller écouter ou réécouter l'épisode 7 du coup de la saison 1. Au revoir Camille, à bientôt. Au revoir Camille. Au revoir. Et un dernier mot de la part de Capucine et moi avant de raccrocher définitivement. Cet épisode est un peu particulier parce qu'il clôture aussi toute notre aventure de podcast et cette saison 2. On aimerait prendre un petit temps pour vous dire merci, pour dire merci à toutes nos invités et nos invités. Merci de nous avoir fait confiance pour retranscrire l'histoire de la naissance de tous vos enfants. Merci de nous permettre de faire connaître un peu plus les maisons de naissance, leur fonctionnement et ainsi aussi de permettre à plus de projets de voir le jour. Merci d'avoir offert à toutes les personnes qui nous écoutent des récits pour s'identifier, s'informer, permettre à certaines aussi de se préparer au mieux à leur accouchement physiologique, quel que soit le lieu. Merci aussi à toutes les sages-femmes et toutes les professionnels, tous les professionnels qui nous ont fait confiance pour recueillir leur discours et aussi leur professionnalisme malgré notre position, nous, de débutantes en matière d'interview et de montage. Enfin, un grand merci à celles et ceux qui nous ont soutenus, ont cru en nous. Merci surtout à vous qui avez été là pour nous écouter depuis le début. C'est donc après 85 épisodes et plus de 18 500 écoutes qu'il est temps pour nous de vous dire au revoir. Au revoir et merci. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.